Bonjour et bonne audition. Section 3. La compréhension des composantes du contrôle interne et l'identification des processus clés. Le paragraphe 41 de l'ISA 315 précise que l'auditeur doit acquérir la connaissance du contrôle interne qui intéresse l'audit. L'audit prend connaissance du contrôle interne pour identifier des types d'anomalies potentielles, pour évaluer les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives et pour définir la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit complémentaires. Cette connaissance ne doit pas être confondue avec celle de l'évaluation détaillée du contrôle interne et des tests permettant de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Il s'agit simplement d'une compréhension des composantes du contrôle. Définition du contrôle interne. D'après l'ISA 315, le contrôle interne est un processus conçu et mis en place par les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, la direction et d'autres membres du personnel pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'entité en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière, l'efficacité et l'efficience des opérations, ainsi que leur conformité avec les textes législatifs et réglementaires applicables. Il en résulte que le contrôle interne est conçu et mis en œuvre pour répondre aux risques identifiés liés à l'activité qui menace la réalisation de l'un de ces objectifs. Le système comptable des entreprises, dans la norme comptable générale, donne la définition suivante. Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par la direction, la hiérarchie, le personnel d'une entreprise est destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants. Promouvoir l'efficience et l'efficacité, protéger les actifs, garantir la fiabilité de l'information financière et assurer la conformité aux dispositions légales et réglementaires. Les composantes du contrôle interne. D'après l'ISA 315, paragraphe 43, le contrôle interne objet de la présente norme ISA est constitué des éléments suivants. L'environnement de contrôle, le processus d'évaluation des risques de l'entité, le système d'information, y compris les processus opérationnels afférents relatifs à l'information financière et à sa communication, les activités de contrôle, le suivi des contrôles. Le système comptable des entreprises retient les composantes suivantes. L'environnement de contrôle, l'évaluation et la maîtrise des risques, les activités de contrôle, l'information et la communication et le pilotage. L'environnement de contrôle. Au sens de l'ISA 315, paragraphe 67, l'auditeur doit acquérir la connaissance de l'environnement de contrôle. Celui-ci regroupe les fonctions de gouvernement d'entreprise et de direction ainsi que le comportement, le degré de sensibilisation et les actions des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et la direction, au regard du système de contrôle interne et son importance dans l'entité. La norme ajoute que la responsabilité globale des personnes constituant le gouvernement d'entreprise est dictée dans des codes d'usage et d'autres réglementations ou lignes directrices, et dictée à leur intention. Un des rôles, et non le seul, des personnes constituant le gouvernement d'entreprise consiste à contrebalancer les pressions sur la direction en rapport avec les informations financières. Par exemple, les critères retenus pour la rémunération des dirigeants peuvent mettre ces derniers en situation tendue face aux exigences contradictoires d'une information financière sincère et des prétendus avantages issus de l'obtention de meilleurs résultats. Dans sa prise de connaissance de la conception de l'environnement de contrôle interne, l'auditeur prend donc en compte des éléments tels que l'indépendance des administrateurs et leur capacité d'évaluer les actions de la direction. Il considère également s'il existe un comité d'audit qui comprend les opérations de l'entité et qui évalue si les états financiers donnent une image fidèle, conformément au référentiel comptable applicable. Les éléments du contrôle interne sont en interaction et peuvent avoir une influence réciproque des uns sur les autres. Le paragraphe 74 ajoute « L'existence d'un environnement de contrôle satisfaisant peut être un facteur positif dans l'évaluation par l'auditeur du risque d'anomalies significatives.
En particulier, ceci peut aider à réduire le risque de fraude, bien qu'un environnement de contrôle interne satisfaisant ne permette pas de supprimer totalement ce risque. Inversement, des faiblesses dans l'environnement de contrôle peuvent limiter l'efficacité des contrôles et, dès lors, être un facteur négatif dans l'évaluation par l'auditeur du risque d'anomalies significatives, en particulier en matière de fraude. L'environnement de contrôle ne peut à lui seul prévenir ou détecter et corriger une anomalie significative dans des flux d'opérations, des soldes de comptes, des informations fournies dans les états financiers ou des assertions afférentes. L'auditeur prend donc généralement compte l'impact d'autres composantes parallèlement à l'environnement de contrôle quand il évalue le risque d'anomalies significatives. L'environnement de contrôle comprend donc les éléments suivants: communication et maintien de l'intégrité et de valeurs éthiques, engagement à l'égard de la compétence, participation des responsables de la gouvernance, philosophie et style de gestion appliqués par la direction, structure organisationnelle, attribution des pouvoirs et des responsabilités, et enfin politique et pratique de gestion des ressources humaines. Communication et maintien de l'intégrité et de valeurs éthiques, pour faire adhérer le personnel aux normes de l'entité en matière d'éthique et de comportement, la direction doit mener des actions à même d'éliminer ou réduire les situations susceptibles d'inciter le personnel à commettre des actes malhonnêtes, illégaux ou contraires à l'éthique. Matériellement, la direction doit communiquer des valeurs et des normes de comportement au personnel par l'intermédiaire d'énoncés de politique et de codes de conduite, et doit aussi commencer par donner l'exemple. L'engagement à l'égard de la compétence. La compétence s'entend de l'adéquation entre les connaissances et les compétences d'une personne et le profil requis. أحسنت. مدام خذ خلي عندك مدام خلي عايزك عيش مدام. L'engagement à l'égard de la compétence. La compétence s'entend de l'adéquation entre les connaissances et les compétences d'une personne et les profils requis par le poste qu'occupe cette personne. L'engagement à l'égard de la compétence suppose la prise en compte par la direction des niveaux de compétences requis pour occuper des postes particuliers et de la manière dont ces niveaux se reflètent dans les compétences et connaissances requises. Concrètement, les plus compétents doivent évoluer dans la hiérarchie. Participation des responsables de la gouvernance. Les responsables de la gouvernance exercent une influence importante sur la prise de conscience du contrôle au sein d'une entité. La participation des responsables de la gouvernance est fonction de leur indépendance par rapport à la direction, de leur expérience et de leur réputation, de l'étendue de leur intervention et de leur examen des activités, du caractère approprié de leur action, de l'information qui leur est communiquée, de la mesure dans laquelle les questions difficiles sont soulevées et soumises à la direction, et de leur interaction avec les auditeurs internes et externes. L'utilité de la participation des personnes constituant le gouvernement d'entreprise vient du fait que les dirigeants sont exposés à des pressions internes et externes qui peuvent les amener à manipuler les comptes. En ce sens, les A315 disposent que le mode de rémunération des dirigeants, notamment lorsque la rémunération est fonction de la performance et les pressions des marchés boursiers, imposent aux dirigeants des contraintes qui découlent de la difficulté de présenter fidèlement l'information tout en voulant répondre aux attentes des actionnaires quant aux résultats. Les responsables de la gouvernance ont donc entre autres responsabilités, celle d'alléger et de faire contrepoids à ces pressions. Il est à signaler que l'environnement de contrôle est renforcé par l'existence d'influences externes exercées par les autorités ou la réglementation. C'est le cas des banques qui sont soumises à un contrôle de la Banque centrale. Les entreprises sont soumises à un contrôle fiscal et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Philosophie et style de gestion appliqués par la direction. La direction joue un rôle clé dans l'instauration d'un environnement de contrôle favorable dans l'entité.
Elle agit sur l'environnement de contrôle, notamment par sa façon d'assumer et de gérer les risques d'affaires, son attitude et ses décisions à l'égard de l'information financière, sélection prudente des choix comptables, prudence dans les estimations, son attitude vis-à-vis des systèmes de contrôle interne. La structure organisationnelle et la façon dont s'articulent les fonctions de planification, de mise en œuvre, de contrôle et de revue des activités de l'entité visant l'atteinte de ses objectifs. Cette structure comprend la fixation de la forme et la nature de ces unités organisationnelles et des relations hiérarchiques et fonctionnelles, et la définition des responsabilités et le pouvoir de chaque unité. La structure organisationnelle d'une entreprise est décrite graphiquement dans un organigramme. Attribution des pouvoirs et des responsabilités. C'est la manière dont sont attribués les pouvoirs et les responsabilités touchant les activités d'exploitation et la manière dont sont établis les liens hiérarchiques et les niveaux décisionnels. Les méthodes de délégation des pouvoirs et de délimitation des responsabilités doivent être écrites, de même des fiches de description des postes doivent indiquer les tâches demandées et les relations fonctionnelles. Politique et pratique de gestion des ressources humaines. Des politiques doivent exister en matière de recrutement, formation, évaluation, avancement, rémunération du personnel. En effet, le personnel est à la base de tout environnement de contrôle. Le personnel doit être compétent et intègre. La compétence et l'intégrité résultent largement de la politique adoptée par l'entreprise en matière des procédures de recrutement, formation, rémunération, évaluation des performances et des promotions. Petit b. Le processus d'évaluation des risques de l'entité. La compréhension de ce processus a fait l'objet du paragraphe 33 ISA 315. Généralement, la direction identifie les risques liés à l'activité et définit une approche pour y faire face. Une telle procédure d'évaluation des risques fait partie du contrôle interne. Ce processus est celui qu'une entité applique pour identifier et analyser les facteurs susceptibles d'affecter la réalisation de ses objectifs stratégiques. L'évaluation et la maîtrise des risques est un processus continu en raison des changements fréquents de l'environnement dû notamment à un changement du personnel et dans le système d'information, des changements dans l'environnement externe, un changement dans les normes comptables et d'audit, une croissance ou restructuration de l'entreprise. Petit c. Le système d'information et les processus annexes liés à l'information financière et à la communication, y compris le système comptable. D'après le paragraphe 80 de l'ISA 315, le système d'information relatif aux objectifs d'élaboration de l'information financière, qui comprend le système comptable, est constitué des procédures et des documents destinés à initier, enregistrer, traiter et présenter les opérations de l'entité et à suivre les actifs, les passifs et les fonds propres correspondants. Au terme du paragraphe 81 de l'ISA 315, l'auditeur doit acquérir la connaissance du système d'information et des processus opérationnels afférents qui ont un rapport avec l'élaboration de l'information financière, y compris en ce qui concerne les flux d'opérations dans les activités de l'entité et ont un caractère significatif pour les états financiers, les enregistrements comptables y afférents aussi bien électroniques que manuels, étayant l'information et les postes spécifiques des états financiers pour ce qui concerne le lancement, l'enregistrement, le traitement et la présentation des opérations. La façon dont le système d'information saisit des événements autres que des flux d'opérations ayant un caractère significatif pour les états financiers. Le processus d'élaboration de l'information financière est utilisé pour l'établissement des états financiers de l'entité, y compris les estimations comptables significatives et les informations fournies. L'auditeur doit acquérir une connaissance suffisante du système comptable en tant qu'élément du système d'information de l'entité pour identifier et comprendre les principales catégories de transactions résultant des activités de l'entité, la source de ces transactions, l'organisation de la comptabilité dans les domaines significatifs, les documents justificatifs et le contenu des rubriques des états financiers et le processus d'établissement des documents comptables et financiers de synthèse, de l'origine des transactions ou autres événements significatifs jusqu'à leur présentation dans les états financiers. Petit d. Les activités de contrôle. D'après le paragraphe 90 de l'ISA 315, l'auditeur doit acquérir une compréhension suffisante des activités de contrôle pour évaluer le risque d'anomalies significatives
au niveau des assertions et pour concevoir des procédures d'audit complémentaires répondant aux risques identifiés. Les activités de contrôle correspondent aux politiques et procédures qui permettent de s'assurer que les instructions de la direction sont mises en œuvre. Par exemple, que des mesures nécessaires sont prises à l'égard des risques qui menacent la réalisation des objectifs de l'entité. Les activités de contrôle, qu'elles soient incluses dans les systèmes informatiques ou dans les systèmes manuels, ont divers objectifs et sont appliquées à différents niveaux organisationnels et fonctionnels. Les exemples d'activités de contrôle spécifiques comprennent notamment l'autorisation, l'évaluation des performances, le traitement de l'information, les contrôles physiques, la séparation des tâches. Les procédures de contrôle désignent donc les politiques et procédures définies par la direction afin d'atteindre des objectifs spécifiques de l'entité et qui complètent les autres. L'autorisation. Les activités de contrôle doivent être conçues et appliquées conformément à une logique organisationnelle qui requiert au préalable une série d'autorisations de la direction et des organes de gouvernance. La revue des performances. Vérifier l'exactitude arithmétique des comptes. Tenir et passer en revue les comptes et les balances d'audit. Contrôler les applications et l'environnement informatique, par exemple en établissant des contrôles portant sur la modification des programmes informatiques, l'accès aux fichiers de données, les contrôles physiques, les procédures de contrôle concernant les contrôles physiques ont trait à la sécurité physique des actifs, la limitation et contrôle d'accès, les inventaires périodiques, les comparaisons entre montants comptabilisés et ceux existants physiquement. Ces contrôles sont généralement des contrôles de détection. Les exemples suivants peuvent être cités. L'organisation d'inventaire physique périodique et tournant et le contrôle de la caisse. La séparation des tâches. La séparation des tâches incompatibles est le meilleur moyen de contrôle pour prévoir et détecter à temps les anomalies et irrégularités dans l'accomplissement des tâches attribuées. Ces contrôles sont soit des contrôles de prévention ou de détection. Par exemple, la séparation des tâches comptables et financières. L'établissement mensuel d'un état de rapprochement des comptes bancaires par une personne autre que celle qui est chargée de la tenue des comptes est un contrôle de détection. La surveillance des contrôles. Les systèmes de contrôle interne doivent eux-mêmes être contrôlés afin que la direction puisse se rendre compte de leur efficacité et du moment et de la nécessité de leur révision. L'auditeur doit, conformément à l'ISA 315, acquérir une compréhension des principaux types d'activités dont l'entité se sert pour surveiller le contrôle interne exercé sur l'information financière, y compris les sources de l'information, se rapportant à ces activités ainsi que la manière dont l'entité s'appuie sur des activités pour apporter des correctifs à ces contrôles. Une des responsabilités qui incombe à la direction est de mettre en place et de maintenir un contrôle interne de façon continue. La surveillance des contrôles par la direction implique que celle-ci détermine s'ils fonctionnent comme prévu et qu'ils soient adaptés aux besoins, aux nouvelles situations. La surveillance des contrôles peut comporter notamment les activités suivantes. L'examen par la direction de la question de savoir si les rapprochements bancaires sont établis en temps opportun. L'évaluation par les auditeurs internes du respect par le personnel des ventes des politiques de l'entité relatives aux conditions des contrats de vente. La surveillance par le service du contentieux du respect des politiques de l'entité en matière d'éthique ou de pratique d'affaires. La surveillance des contrôles est un processus qui vise à évaluer la qualité de fonctionnement des contrôles en temps opportun et l'apport des correctifs nécessaires. La surveillance a pour but d'assurer que les contrôles continuent de fonctionner efficacement. Par exemple, si la rapidité et l'exactitude des rapprochements bancaires ne sont pas contrôlés, il est probable que le personnel cessera de les préparer. La direction assure la surveillance des contrôles au moyen d'activités continues, d'évaluations distinctes ou d'une combinaison de ces deux éléments. Dans nombre d'entités, les auditeurs internes ou le personnel exerçant des fonctions semblables participent à la surveillance des activités de l'entité.
Les activités de surveillance de la direction peuvent comprendre l'utilisation de renseignements communiqués par des tiers tels que les plaintes de clients et les commentaires des autorisés de réglementation qui sont susceptibles d'indiquer l'existence de problèmes ou de faire ressortir des aspects à améliorer. La compréhension des composantes du contrôle interne peut être réalisée à l'aide de guides opératoires, de flowcharts et ou de questionnaires qui garantissent qu'aucun élément fondamental n'est oublié. L'utilisation de ces outils présente toutefois un risque non négligeable lié à leur caractère standard. Exemple, les modules des ventes. Les éléments suivants sont dégagés par l'auditeur. Environnement de contrôle. La direction exerce une forte pression sur les commerciaux afin d'améliorer le chiffre des ventes. Pour l'assertion de réalité des enregistrements, l'auditeur tient compte de ce facteur de risque en considérant le risque d'enregistrement de ventes fictives. Système d'information comptable. Les numéros des factures de vente ne sont pas portés sur les éditions comptables, journal et grand livre. Pour l'assertion d'exhaustivité des enregistrements, l'auditeur tient compte du risque que des ventes réelles ne soient pas enregistrées. Procédure de contrôle. Les factures de vente ne sont pas accompagnées de bandes de livraison correspondants. Pour l'assertion de réalité, l'auditeur tient compte du risque de vente fictive. Identification des processus clés. Compte tenu des analyses précédentes et de la compréhension jusqu'ici acquise de l'entité, son environnement, de sa stratégie, de ses risques d'affaires et de son système de contrôle interne, l'auditeur est en mesure d'identifier les processus d'activité clés qui feront l'objet d'analyses plus détaillées et de tests lors de la phase de mise en œuvre du plan d'audit. Ces processus peuvent être soit des processus métiers, production, commercial, comme ils peuvent être des processus support, gestion des différentes ressources. La compréhension acquise au terme de ces trois phases de la planification peut être documentée dans ce que l'on appelle le modèle d'analyse de l'affaire du client, qui pourrait avoir la structure suivante. En premier rectangle, le marché. Un deuxième rectangle pour les processus clé d'activité métier. Troisième rectangle. Quatrième rectangle contenant les processus de gestion des ressources. Cinquième rectangle, alliés stratégiques. Sixième rectangle, produits et services. Et enfin, dernier rectangle, les clients. L'auditeur utilise ce modèle d'analyse de l'affaire pour organiser, documenter et intégrer les informations collectées concernant le secteur d'activité du client. Il comporte 8 composantes, à savoir les forces externes, facteurs, pression et forces politiques, économiques, sociales et technologiques externes à l'entreprise qui menacent la réalisation des objectifs. Les marchés, les domaines dans lesquels l'entreprise choisit d'opérer. Les processus de management stratégique, processus à travers lequel l'entreprise développe son activité, définit ses objectifs, identifie les risques d'affaires qui menacent l'atteinte desdits objectifs, établit des dispositifs de gestion de ces risques. Pilote l'évolution de la réalisation des objectifs. Les processus d'activité métier, ce sont les processus de développement, de production, de commercialisation des produits et services de l'entreprise. Ces processus ne cadrent pas forcément avec l'organisation de l'entreprise, mais reflètent plutôt les liaisons entre les différentes activités de la chaîne de création de valeur au sein de celle-ci. Les processus de gestion des ressources, processus à travers lesquels l'entreprise acquiert ses ressources, les développe et les alloue au processus métier. Les alliés, ce sont les partenaires de l'entreprise qui l'aideront à réaliser ses objectifs, développer son activité et réduire les risques d'affaires. Les produits et services, c'est ce que fournit l'entreprise au marché. Les clients, individus et entreprises qui achètent les outputs de l'entité. Prenons l'exemple d'une société de grande distribution. Les forces externes pour ce secteur comprennent la réglementation, la technologie, les concurrents, les nouveaux entrants, le style de vie des consommateurs. Les clients comprennent les particuliers, les revendeurs, les sociétés. Les alliés stratégiques peuvent inclure les autres membres formant avec la société une centrale d'achat, société de distribution. Les produits et services comprennent les marchandises, les services après-vente, les services de crédit, les livraisons, les installations. Du fait de la perspective de la chaîne de création de valeur, les processus clés d'activité engloberaient l'image de marque et la qualité de la livraison.
La gestion des ressources comprend la gestion des ressources humaines, la gestion des immobilisations financières, trésorerie et la gestion du système d'information. De pareils modèles peuvent être préétablis et adaptés à chaque fois aux spécificités des entités auditées. Merci pour votre attention. Nous aborderons la prochaine fois la section 4, l'examen analytique préliminaire.